Donc, bonjour à tous. Ceci est, je crois, en fait, réellement le 40e meetup du Paris Machine Learning. J'avais annoncé que c'était le 40e la dernière fois, mais en fait, c'est le 40e. Donc, on a fait 4 pendant le mois de février, parce que le mois de février, il n'avait que 29 jours, donc on s'est dit, voilà, il faut faire la fête, ça reviendra tous les 4 ans. Maintenant, c'est donc le dernier meetup de février. On en aura un autre en mars, le 9 mars, et peut-être même un deuxième la semaine d'après pour un autre type de talk. On aura ce soir 2 présentations. L'une de donc un grand merci à Inès et à Nodiscube de nous accueillir dans leur locaux ce soir. On a eu un petit problème de place parce que on espérait réellement qu'au bout du 4e meet-up, les gens seraient lassés, ils ne viendraient plus, mais en fait non. C'est plus on fait, plus il y aura plus. Donc c'est bien. On n'a toujours pas de solution pour ces listes d'attente ou ces choses comme ça. Je pense en fait qu'il y a peut-être 2-3 personnes dehors, mais c'est vraiment on n'y arrive pas autrement. Si on veut vraiment que tout le monde ait sa chance pour venir voir un meet-up, on ne peut pas faire confiance à ces histoires de liste d'attente. Par contre, si vous n'êtes pas venu et si vous êtes en train de nous regarder, merci beaucoup, puisque vous avez mis nom et votre RSVP fait en sorte que les gens peuvent venir. Si vous êtes ici et que vous avez mis non, c'est pas très bien. Par contre, la prochaine fois, si vous ne voulez pas, vous mettez non, même si c'est dans la dernière demi-heure, puisqu'on vous a persuadé que réellement, même dans la dernière demi-heure, les gens se posent la question de savoir s'ils peuvent venir ou pas. Donc, ayez le réflexe citoyen. Ça, c'est fait. Pour ce qui est d'un autre meetup, il y en a un autre de Deep Learning. Alors, ça, c'est pas nous, c'est pas Franck et moi-même, qui se fait à Euritech jeudi. Allez-y, il y a beaucoup de bonnes présentations. Ce soir, nous aurons donc 2 présentations. Une de Bob Sloan, qui nous vient de Londres, et qui nous parlera de experimental design et de musique et d'apprentissage de musique, enfin, de genre de musique et beaucoup de choses intéressantes. Et puis la deuxième sera Jikyong, qui nous donnera un peu un aperçu de premier pas avec TensorFlow. Donc, 2 présentations ce soir, c'est pour être compris. L'aspect de ce meetup qui est extrêmement important, c'est le pitch éclair. Ah, il y a un pitch éclair, oui, ouais. Il y a un pitch éclair, 2 minutes. Le truc le plus important, c'est qu'en général, on essaie de limiter les présentations à 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment 10 slides, pas plus. Essayez pas de regarder plus en général. L'intérêt, c'est d'avoir une discussion après avec le public. Donc voilà, les 15 minutes devraient permettre à faire en sorte que le sujet soit assez accessible et que les gens viennent nous parler après. Donc, un grand merci à Nodiscube de nous accueillir. Et Inès, tu vas nous présenter Nodiscube. Ok. Voilà. Alors, je vais vous présenter Nodiscube et je vais aussi vous présenter Whiteboarder, je n'ai pas trop longtemps. 1 minute pour vous dire que voilà, vous êtes dans les locaux de Nodiscube, c'est un cabinet de recrutement. Ça fait 5 ans qu'on existe, on est spécialisé dans le web et mobile. On recrute uniquement que des profils techniques. Aujourd'hui, on est 10 consultants, chacun s'occupe de son marché. Donc, comme vous l'avez compris, moi, c'est Data Science. Je recrute uniquement des profils de Data Science, que ce soit pour des projets from scratch, des spécialistes de LLP, du from scratch en ce moment. Il y en a beaucoup, des entreprises qui se mettent à la data énormément. Tous les scratch et de gros challenges. N'hésitez pas à venir me voir après la présentation. On recrute uniquement pour les postes en CDI chez client final. Donc, c'est vraiment purement la mise en relation. Les fondateurs de Nodiscube ont aussi lancé une plateforme qui s'appelle Whiteboarder, qui permet le recrutement pour l'international. Le but, c'est d'aider les clients et les startups à internationaliser leur équipe. Donc, il y a plusieurs acteurs, les clients, les candidats et les cabinets de recrutement qui vont qualifier en amont les candidats qui auront la visibilité sur la plateforme. Donc voilà, que ce soit pour partir à l'étranger ou pour avoir un emploi à Paris, n'hésitez pas à venir me voir en fin de présentation. Merci. Merci à toi. Ici, vous avez les coordonnées d'Inès pour ceux qui sont en place. Alors, on va commencer par Bob. Oui. Et après, on fera le pitch et après, on fera le pitch. Bob, tu viens? So, we're going to be speaking English from now on, unless you want to speak French. No, pas du tout, merci. Okay, so let's do this.
I think Frank's going to be, or me, I could essentially go through each of these slides and just simply say next. So that can go to the general one and play. Yes. Stuff that you test this on. I had it on mine, but I don't know. But you want to try that? Okay, Bob, you're going to be speaking to also another audience here. So, at least you know to talk to this, including this. Okay. Thank you, Bob. I'm looking for the screen. Yes. Non, en fait, non. Non, rien. D'accord. Ben ouais, c'est pas mal. Ah, si, c'est bon, pardon. Voilà. Ok. It's my pleasure to finally, Igor has been inviting me for over a year to come speak to a course, and I really wanted to, but haven't had the opportunity. So my work at Queen Mary University of London is in machine listening. This is applying computers to understand acoustic information, and this necessarily includes machine learning, but for acoustic data. And in particular, I've been interested in where machine learning seems to be working, but not in the way that you think it is for your problem. And so this is some lessons that I have learned. So what do we want to do with machine listening? Well, we've got a world of users, and we have a world of music. And we want to be able to connect users to the music and information about music. We want to help users make music and information about music. And as a machine listening technologist, I would like to develop new technologies and show that they work. So there exists some companies that are doing this. For instance, Spotify. Everyone probably knows Spotify. Echonet, it was purchased for $1 million by Spotify, yes, and it is involving creation of machine listening software. And Pandora in the US, Last.fm in the UK. So a lot of these businesses are creating technologies and using technologies of machine listening. But here is a case study. So this is a data set that's been used for over 10 years by people in my field. And you have over 600 recordings, 698 recordings of music from a ballroom music dance, ballroom dance website. And so, for instance, we can hear a cha-cha. Or maybe not. Okay. So cha-cha, maybe some of you have experience with this type of music. There are 7 different types of dances in this data set. And the object for a machine learning system, listening system, is to automatically extract and identify those repetitive rhythmic patterns that identify, that indicate the correct label. So is this a cha-cha that I'm listening to? So let me do that instead of this because it doesn't seem to be go back would be here. Exactly. So what are these repetitive rhythmic patterns? Well, these are characteristic patterns that identify it as cha-cha. So I can try the first one. Sure. Okay, I'll try it. It doesn't work. No problem. So this is the cha-cha.
And then there's other kind, jive and tango down here. So very square, 4/4. It identifies, and it goes with the type of dance that it comes to. Next slide. So this is the typical approach. You've got this sampled audio file. This is a lot of data coming in a large record. You've got a system here that listens to that data and then predicts one of these 7 labels. And so what has been done is you take the ballroom data set, break it into train test partitions, train on one part, test on the other, count the percentage correct accuracy, and whoever gets the best accuracy wins. So here are all the results. 24 papers have used the ballroom data set and published accuracies from 96% all the way down to 67%. So since 2004. So it seems like some of the solutions are good and some aren't so good. Next slide. So here are 3 systems I picked at random. The first one got an accuracy of 93.6, and the second one got 91.4, and then the third, a dismal 28.5. Obviously, with accuracy, the more correct answers, the better. We all try to reach 100% on our tests. So what can we conclude when choosing randomly is 14.3%? It seems obvious, but let's continue. We're going to look under the hood of these systems. So can we claim that systems 1 and 2 have learned repetitive rhythmic patterns? Next one. Or system 3 has not learned these repetitive patterns. Systems 1 and 2 are extracting suitable features for these, or system 3 is not. Systems 1 and 2 are superior, or system 3 is not. Systems 1 and 2 can help connect users with music or rhythms. System 1 and 2 can help users make music. Next one. There's a big fat no. None of these can be concluded on the basis of that evidence. Next slide. So system 1 is performing single nearest neighbor classification based only on tempo. This is a single number, a one-dimensional feature, and it achieves a 93.6 accuracy by not considering anything to do with rhythm. It's tempo. Why is this? Well, if you look in the actual data set, you see that the tempo often identifies the label. So cha-cha, most of them are in this region. And jive is about 180. Tango, community waltz, etc. So, oh, it does? Yes. For cha-cha. Okay, we'll wait on that. Okay. You No? Or Yeah, in a few we'll play. Right. okay. So does this achieve accuracy of 93.6 because of the repetitive rhythmic patterns? Next slide, please. System 2 is a deep learning system looking at a pattern of correlations in the energy spectrum over time. So this could be looking at rhythm. Here are some kind of examples. Does system 2 achieve 91.4 accuracy because it's listening to repetitive rhythm patterns? So let's play the first of those. Okay, so there's this one. You've heard that. Okay, now play the second. So that's the second signal. Here's the third. So it's, to my ears, it's the same signal, or nearly the same. But in fact, this system, that's one, labels the first one cha-cha, the second one quick step, the third one rumba, and the fourth one waltz, which you can imagine sounds maybe the same as the others. So what was going on in this case? Next slide. When we adjust the tempo of an excerpt, just by a little bit, its performance goes away. It's dismal.
we see the F-score in each one of the categories decreases as we increase the amount of time stretching we're performing. So we just make it 2% shorter or 2% faster, 2% slower, and all of a sudden its good score in rumba is now quite close to something random. So is this system actually listening to or identifying rhythmic patterns? Next slide. Here's that same graph again, but now you can see the lines, these vertical lines, showing the tempo we must change that excerpt, the amount we must change that excerpt so that it's no longer labeled cha-cha. So we can see all of these test elements here. We just adjust the tempo a little bit, and it says, no, it's not cha-cha anymore, it's tango. We're not changing the rhythmic pattern. We're changing something that's a bit more orthogonal to rhythm. And so this 91.4 accuracy from that makes it a total loser, which is a quote I'm borrowing from Donald Trump in the U.S. He calls everyone a total loser. I do not support. You're being recorded. I don't. I live in London. So these tempo changes make the system perform like random, 14.3%, even though we were getting 91% accuracy. System 3 actually is listening to tempo, or listening to rhythm, but it's only able to detect waltz rhythms. Only in that ballroom data set, waltz is in 3/4 time, and only waltz has this characteristic pattern in its examples. For all the rest of the categories, cha-cha, jive, etc., it's choosing randomly. So here we have a system that is actually solving the problem, albeit for a small subset of the data set, but it's not able to pick up any of the other rhythms. This one is actually solving the problem of rhythmic patterns, detecting rhythmic patterns. So system 1 is performing tempo estimation and predicting very well the label. System 2 is something related to tempo. System 3 is learning to recognize waltz, but random on everything else. So only system 3 is solving the task that we thought the data set is posing to machine learning. So comparing classification accuracies misses these critical differences, and we will throw system 3 away, even though it's using some technique that could help us solve it for the rest of the data set and for real users. Next slide. So in a sense, we're comparing apples and oranges. It looks like we're comparing classification accuracies, but they come from different causes. One's caused by tempo estimation, and the fact that in this data set, tempo is highly correlated with the class. So 24 different systems, and we compare these classification accuracies. We don't know what they mean, what they're caused by, what they've actually learned to do. We don't know which of these technologies would help us connect users with music or help us make music. So classification accuracy is not enough, and I've written an article on this. But I've also written this simple method to determine if your machine listening system is a horse. So what I mean by horse is that there's a famous story in Germany in the turn of the century. This horse came into town with his handler, and you were able to ask this horse a mathematical question, or a music theory question, or a question about the calendar. You'd say, what's 5 minus 3? And the horse would tap twice and stop tapping. And this confounded all the animal experts of the time. They said, animal consciousness, right? Animals can think abstractly. How did you train this horse to learn mathematics? And the handler, Wilhelm von Osten, said, well, I took the horse and I showed him, numbers on slates, etc. I tapped his foot with him, and he started to learn the basics. And once he learned addition, I put him out in the field where he had time to think, and he came up with the rest of mathematics. But what it turned out is Hans was merely looking at what the questioner was doing. When I say, what is 5 minus 3? When I do that, the horse will start tapping. And once the correct answer is reached, I raise my trunk quite unconsciously, and the horse stops tapping. So when the horse had been separated from the questioner, the horse was no longer able to answer correctly. In the same sense, the machine listening system trained on the ballroom data set is exploiting cues that have been introduced into the data set quite
without cause, right? Mistakenly introduced because the data comes from a ballroom dance website. Ballroom dance is quite strict with regards to tempo because it's competition sports, not by the practice of the music and how it's performed. So only in a certain circumstance will this 91% accuracy system work that well for music users. All right, next slide. There are other ways to reproduce the ground truth of a data set, especially this data set, than music intelligence, in other words. And there's also a nice recent paper, Goodfellow et al. From Google, explaining and harnessing adversarial examples, where they came to the same conclusion. You have a deep neural network doing image content analysis. It gets 99% accuracy on a huge data set, recognizing between 1,000 categories. But they perform a bit of a distortion on the image, and all of a sudden, what was a panda, and correctly labeled as a panda, is now a windmill. Right? And no perceptual change has occurred. And so they explain that they put this in the form of a adversary that is there distorting the image just a little bit to make wildly different classifications. And they compared it to a Potemkin village, which means everything looks nice on the outside, but when you look behind the figure of merit, the classification accuracy, you see there's nothing to support it in the background. So I call them horses, they call them Potemkin villages, and so we have to avoid them. Next slide. So what I'm saying is you have to identify causes. And you shouldn't anthropomorphize a system to say, oh, he must be tapping his foot to the rock rhythm, right? Because I tap my foot to the rock rhythm. Right? You have to be suspicious of the appearance of intelligence, especially when it comes to horses. Actively try to defeat your system. Make irrelevant changes to your data to determine, is the system paying attention to something it shouldn't be? And actively try to defeat the system of others. And I say this because identifying the reasons for the outcomes of a system and finding the limitations of the system and the problem it's supposed to solve, you can find ways of improving them all, not only the system, but also the data sets and also the evaluation methods. So this is, I say, progress is harmed when too much weight is given to a single number, a precise number. And I'm a big proponent of no algorithm left behind. Just because it got a 23% accuracy doesn't mean you should throw it away. You should really look at what is it relevant or not. You may want to explain a bit this image. Okay, so that's George W. Bush, 41st President of the United States. And he was signing here, No Kid Left Behind. And it was a landmark legislation to deal with education in the United States. And the idea was, we're going to submit children to standardized tests, and because now we'll identify the problems, tools, etc. But it was a debacle that it came improved. But it's like, okay, we're not going to take George Bush with me, but no algorithm left behind. So one other thing we would like to do is help users make music. And this is something I've been interested in for a while, but applying supervised learning to algorithmic music composition. We're all familiar with this. Andrea Carpathy wrote some very nice and very accessible package. It was Torch of recurrent neural networks. And he had a wonderful web page, blog page of what it could do, from writing HTML to writing LaTeX papers to producing Shakespeare speech, etc. So a recurrent neural network is something that's predicting a target character based on an input character. So you input an H, it's a one-hot encoded vocabulary, so this line is for the H, and the third one is for L, and you have a hidden layer of some memory units that pass its memory on, so this is unfolded in time, and so it spits out an E, it's got probability, posterior probability over the vocabulary, and you proceed, right? So it builds a language model, and you're able to generate it. It's very easy to turn it into a generative system. So the code is completely accessible, and it's very easy to run. And so we decided to try this with some music transcriptions. Now these are high-level transcriptions of music
called session music that you would find in an Irish bar or an English folk music session. And here are transcriptions of three different transcriptions of 1, 2. You can see the title, the meter, the length of the notes, and the key. And then you have a bunch of directives saying pitches and durations and bar lines and repeats, etc. You have ornaments and you have triples and octaves, etc. So this presents a very good opportunity to train a language model on this, to reproduce it. So here's an example. We took 3 hidden layers, 512 input units, and trained them for a day on 23,000 recordings or 23,000 transcriptions of tunes. And so here's some output. It learns to title the pieces. It puts the title, it puts the meter, it corrects the length. It says, okay, it's going to be in the key of A major, and then it spits out a bunch of musical code, and then it says, okay, I'm going to compose another one, Sean and Keeson, and on it goes. And so we produced about 30,000, we produced 100,000 new tunes and started to generate some synthesis of it. So let's go to the next slide. And we can listen to one of these. This is the Now's Copperim. And actually, it is quite a nice embodiment of a lot of the conventions you would find in this music, from its use of dotted eighths with 16th notes and its continued use of those, to its beginning on the fifth and ending on the tonic, the D. And it's got the theme here, which is buried in this second line. This is probably the best output we have found for this system. Didn't have to make a single change to it. So next slide. You can also enjoy as much as you want. We've got 35,000 tunes synthesized. If this is connected to the internet, we can. Yes, it is. So every 5 minutes, it puts in a new 6 tunes for you to listen to, and I've written a script that synthesizes them and strips them up on the web. And so you can listen to it in this traditional music section. Now, the original test set, training set, was 23,000 tunes. This has 35,000. These are all the music, all the traditional music, whatever you need. And there's much more. This summer I had a chance to explore this in more detail. I'm also a composer, and my background is in computer music. And so I explored using the system for composing as an assistant, not necessarily having the system generate music and then leaving it, but working with the system. So you can listen, you can look at some of the explorations in my blog. I've got a deep Christmas carols where I was trying to feed the system the beginning of Christmas carols to see how it would finish them. Most of the time it turned out quite boring. It was difficult to make something interesting, but I got one winner there. And then I made a whole composition, 8 short outputs generated by a long short-term memory network with 3 fully connected hidden layers of 512 units, and I arranged these outputs from the system by my own personal neural network. This is in here, trained on I don't know what for how long. But you can watch this on YouTube. It's one of my most enjoyable pieces I've made. But thank you very much for having a listen. I'm happy to answer some questions. Même en français, on peut traduire. Voilà, on sait que ça. Okay, you said you were able to generate about 35,000 different musics or something. You basically trying to use those as for genre classification kind of thing. You're trying to somehow
besides the tempo, there was something else that essentially made them go to the. Oh yeah, this is completely different. Yeah, no. If I may say, yes, the ones that you've heard here are very, they mimic very well the style of session music. But these ones here, the 8 pieces I selected here, are dismal failures. They're horrible, they're horrible examples of traditional music. But they're extremely interesting from a musical point of view, which is why it intrigued me to use these that weren't so, run-of-the-mill traditional, but it inspired me, it motivated me to create something different out of it. So it's not just successes, but also the failures that can be of benefit. So why the system is paying attention to the tempo, it depends on the user, but it can also lead to more creative results. Okay. So basically, you have not used any of them to see if somehow the genre classification thing was working or not. Right, but that is a very good direction to go. Okay, let's train a recurrent network on ballroom dance styles. Yeah. Generate a bunch of training data and see if that it boosts its performance or makes its models more general. That would be the replacement for to run that and it wouldn't be completely crazy. I think if you have 2 GPUs going at the same time, and you had 1,000 excerpts, 30-second excerpts, this is something that we've done. It would take 3 days. For on a convolutional neural network, 3 hidden layers, 512 units each. Of course, with a convolutional neural network, it's fewer parameters, so it'd be quicker than a fully connected neural network. But okay, so another thing, these at this level, you are already much closer to the music and the perception of music than you are at the audio layer, which is the first system that I generated. You have an extreme advantage over the audio only approach. Plus, reduce the characters, it's text processing, essentially. there's much less music than logic. Yeah. Is there any question for Bob? You feel that before you have data sets, you find out patterns, why does the community Yeah, that's the question. Yeah, that's a very good question. Number one, because better one doesn't exist. Okay, yeah, the question was, why is the community still using this database that somehow seems to not have the right controls? How to control that? Yes. So two things. The first is something else better does not exist yet for that problem. The second thing is, as humans, we don't need very many examples to learn these repetitive rhythmic patterns. So you should be able to get away with only a few tango examples to realize what is the rhythmic pattern. So how it's used is the problem, not what's in the data set. You have to use it, you have to experiment, design your experiments in a way that controls for these things, that works. Yes, that's a hypothetical model. I assumed, okay, we're going to have one that can do waltz, but not the others. and make it from let's say Yes, so that's something that we're looking at now. How do you adjust the internal model to map those conventions onto new other music? I don't know any work yet that does it. You know, the from paintings and textures. Seems like the perfect thing to do in this case. But then how do you encapsulate the patterns that exist in here onto something that make it sound realistic? It's not easy. No.
None that I'm willing to share right now. With the right of the world, actually. Another question for Bob. About this systematic approach to modify music. It's just like that. It's the same. I mean, there's no distortion of the human ear, but there's, as you said, modify a little bit of the tempo of that one. Right? So, is there a systematic way of doing this same type of distortion? Add that music and then maybe my assistant. Sure, I hope that it would generalize. What appears to be the case, and I've done this experiment before, adding more and more tempo stretched versions on it, the model is still able to be fooled, and quite easily. It seems like each observation that I include in the training set that's stretched is not independent enough to make the model smoother or more general. So it doesn't seem to be such a simple approach. But one way that's very good is to make it invariant in the beginning to tempo stretching. The initial system was tempo invariant. The features were tempo invariant. And they're not able to be fooled by such an easy change. But their accuracy isn't as good either. Another question for Bob. I've got one. It's a follow-up of this one. Since the community, I mean, basically you've been publishing at least one paper on basically this database that does not seem to be the best thing you could get. Because when you look at it, there are reputations and so forth, and you did not get into this. As a consequence of this, has the community, the music genre community, essentially backed away from the classification type of papers that are coming out? Is there being some sort of repression on how to do this? No, there has not been much change in that direction for several reasons. One is classification is not controversial. It's so easy to do. You get numbers out. 10-fold cross-validation, stratified. You get 10 numbers, you take the mean, you're able to compute this variance, you're able to make t-tests, it seems, but without much validity. There's no consensus on how to correctly design an experiment for such problems, whether it's in music listening or any other machine learning application. This is the subject of a grant that's under review right now of designing a framework for experimental design in machine learning applied to machine listening. And this is something that needs to be, every now and then, if you look at the history of machine learning and computer science, you'll see discussions of evaluation needs to improve much on statistical tests. We should do it this way, or we shouldn't do statistical tests at all. No evaluation. Every idea is good. But the framework is missing. There's a reason medicine and agriculture and biology and astronomy are guided by the design of experiments. It's because experiments are extremely expensive, and you want to make reliable measurements for minimal cost. We can run thousands of experiments, machine learning experiments, in an hour. We get thousands of numbers. It's very low cost enterprise. But what do the numbers mean? What statistics do you run on those numbers? It's not applicable as a standard design of experiments for multiple reasons. So it's a big open question. Yeah. Spectral representation. Huh? Okay. So yeah, so that's short time Fourier transform. And one way it's been used in the past is sort of non-negative matrix factorization, where you try to learn these templates that identify phenomena that you're interested in, whether it's instruments or pitches or melodies or rhythms. So that's one way it's been used. Compared to the symbolic, maybe for particular, you can't see instruments in this. You can't see harmonies in this either. You can't see emphasis
or dynamics. Those come with a musician that has experience in the tradition. This is merely shorthand. It really reduces the details to just the bare minimum. So yes, working with audio has its benefits, but it also has costs as well. Okay. Small remark, I don't remember well. I used to attend to I saw my musician friend. C'est des entreprises. Ok, merci beaucoup. Bob. Thank you very much. Ok. Bob doit partir, donc vous ne pouvez pas l'avoir au networking event, mais envoyez-lui un email ou un Twitter, n'importe quoi. Il vous répondra. Ok. Merci encore. Gilles, tu viens, en fait, on va. Il y a ton pitch avec les rappels. Qui nous a proposé de nous faire une petite introduction à la concert. Je pense que ça durera un quart d'heure. 20 minutes. 20 minutes 19 19 minutes. Ok. On va essayer de faire vite. Ouais. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais être là. Et je vais faire le next à chaque fois. Tu peux commencer, vas-y. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux bien qu'on parle un peu de comment on peut dictionner avec un seul seconde. Donc, tout d'abord, je vais parler quelques mots sur moi. Okay. En fait, j'étais en fait, mon diplôme ingénieur à de Lyon sur bioinformatique et modélisation. Donc, ensuite de ça, je commençais en fait ma thèse à l'UDC avec le DSF sur une problématique assez intéressante, c'est la formulation de couleurs par apprentissage statistique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une voiture. Donc, en fait, là, je travaille sur des peintures pour la réparation de véhicules. Les peintures pour utiliser pour la réparation de véhicules, en fait, ce sont une recette qui contient en fait des pourcentages de pigments. Donc, les carrosseries, en fait, ils vont mélanger ces pigments et avoir obtenu une couleur qui est identique sur votre voiture. Donc, l'idée, c'est comment on peut automatiser ce processus. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va faire ces formulations de couleurs à base que vont faire par le coloriste. Maintenant, comme on a la base de données, l'idée, c'est de faire un apprentissage pour que la formulation de couleurs soit de manière automatique. Donc, à la fin de ma thèse, à si vous intéressez, le Beauvais, il est bien de publier ses idées. Donc, si vous avez une lecture à faire, n'hésitez pas. Donc, depuis, je travaille à faire en termes de data scientist. Donc, en fait, le planning, aujourd'hui, je vais parler en fait de 4 sujets. Donc, qu'est-ce que c'est du planning? Pourquoi on utilise TransferFlow? Et ensuite, je travaille un peu simple, c'est votre connaissance fiscale en utilisant CNN pour expliquer comment on réalise cette démo en utilisant TransferFlow. Je suis intéressée par ce sujet. Il y a aussi des ressources qui sont à disposition à la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est la deep learning? Donc, pour cela, il y a 3 parties. Donc, on va parler un peu à l'écho de deep learning par rapport aux grandes familles d'intelligence artificielle. Ensuite, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le modèle réseau neuronal et qu'est-ce que c'est l'algo deep learning.
Pas de souci. Donc, je pense que vous connaissez déjà un peu le sujet, donc je vais passer assez rapidement. Non, pas forcément. Ah, pas Je dis, forcément. on connaît le sujet 20 minutes. 20 minutes, ok. On a le temps, là. En fait, si vous voulez, on a une grande famille d'algos intelligents artificiels. Donc, leur objectif de ce genre d'algorithme, c'est essayer de créer un agent qui va interagir de manière intelligente, donc qui représente une certaine forme d'intelligence. Donc, il y a le bouton car, il y a aussi le bouton de post dynamique, enfin, il y a beaucoup d'applications. Donc, dans les grandes familles d'algo artificiels, on retrouve en fait l'algo de machine learning. Donc, algo machine learning, en fait, c'est une famille d'algorithmes qui vont permettre d'apprendre de choses à partir des data. Donc, il y a plusieurs algorithmes qui sont disponibles. Il y a Logistic-Regression, SVM, Run-out etc., etc. Donc, il y a, dans cette grande famille, il y a un algorithme, enfin, il y a une famille d'algorithmes qui s'appelle Neural Network. Et dans la famille Neural Network, on retrouve le deep learning, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ok, merci. Ah, d'accord. Bon, next. Donc, pour cela, on va parler, alors, qu'est-ce que c'est le modèle réseau neuronal? Donc, pour cela, je vais d'abord parler qu'est-ce que c'est le modèle neurone artificiel. Donc, en fait, le neurone artificiel, c'est un modèle mathématique simplifié à partir, en fait, le neurone qui est dans notre cerveau. Donc, l'idée, c'est qu'on a, en fait, des données d'entrée. À chaque fois, on va activer, en fait, une voie qui présente, en fait, les connectivités de neurones. Donc, en fait, si un neurone artificiel, c'est juste qu'on a des données entrées, on va faire une fois pondérée de ces données entrées, on va faire la somme, et ensuite, on va passer une fonction d'activation. En fonction de ça, le neurone artificiel va donner une réponse. Donc, il y a plusieurs types de neurones artificiels. Ce qui différence, c'est la fonction d'activation qu'on utilise. Next. Donc, un modèle réseau neuronal, c'est tout simplement un ensemble de neurones artificiels qui forment en fait une réseau, tout simplement. Donc, ici, je vais parler un peu à le assez standard, c'est NLP. Donc, pour cette structure, ce qu'on a, on a une trois couches, neurones, il y a couche entrée, couche cachée et les couches sorties. Donc, les neurones, en fait, il y a aligné sur chaque couche, et entre chaque couche, ils ont connecté entre eux. Next. Donc, qu'est-ce que c'est deep learning? Alors, deep learning, c'est un terme qui peut souvent peur, mais en fait, par rapport à l'algo standard de nos networks, le deep learning, il y a souvent deux caractéristiques. Donc, dans un premier temps, il y aura beaucoup plus de neurones, il y a beaucoup plus de couches de neurones. Et ensuite, souvent, on a des neurones de types différents dans le deep learning, dans le même réseau. Donc, next. Donc, pourquoi on s'intéresse sur TensorFlow? Next. En fait, TensorFlow, c'est une librairie qui a imprimé en fait l'algo de deep learning. Pourquoi on intéresse? Il y a plusieurs raisons suivantes. Donc, d'abord, c'est un open source qui est fait par Google, ce qui est assez rare. Souvent, Google, leurs projets ne sont jamais open source. Et ensuite, TensorFlow, il propose des API en Python, donc en fait, pour la programmation, c'est relativement simple. Et ensuite, TensorFlow, il propose un board, donc on permet de visualiser le processus d'apprentissage et aussi l'architecture de notre neurone. Et surtout pour les développeurs, il propose en fait un SDK. Du coup, vous pouvez intégrer votre algo de deep learning dans votre application mobile. Next. Et maintenant, je vais parler en fait d'un cas d'utilisation de la reconnaissance digitale en utilisant CNN. Donc, pour cela, en fait, je vais parler à deux parties. Donc, dans le premier temps, c'est quoi la problématique de reconnaissance digitale et aussi les bases de données qu'on va utiliser. Et ensuite, dans le deuxième temps,
je parlais en fait un algo qui est connu, assez connu dans le domaine du planning, bon, c'est du CNN, de convolution non network. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est en fait une connaissance digitale? Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on utilise en fait des images qui contiennent en fait des chiffres qui écrits manuellement. Donc, en fait, il y a une base de données qui est assez standard, qui est bien connue. C'est MNIST, pardon. En fait, c'est une base de données qui contient en fait une image de 28 par 28 pixels. On a deux datasets. Donc, un premier dataset pour réaliser l'apprentissage, qui contient en fait 60 000 images. Et le deuxième qui permet de faire le test qui contient 10 000 images. C'est l'apprentissage supervisé. Donc, en fait, tout cela, en fait, il y a une algo qui est assez connue dans le domaine, c'est du CNN. Donc, en fait, next. Donc, dans le global, en fait, le CNN, c'est quoi le sujet de cet algorithme? En fait, on a plusieurs couches, mais il y a la couche entrée qui a la donnée. Ensuite, il y a les couches convolutionnelles, couches clés. On va répéter ces sujets plusieurs fois, et ensuite, il va connecter à MLP standard. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus en détail de ce que c'est chaque couche. Donc, il y a les couches convolutionnelles. Naturel, on voit souvent une propriété être stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a une statistique qui existe en fait dans le sous-ensemble de l'image. En fait, le résultat sera identique sur le reste des parties de cette image. Donc, en fait, ça veut dire s'il existe en fait une feature, une information qui est cachée dans l'image, bah, où importe cette position, cette information ne changera pas. Donc, l'idée d'une convolution, c'est utilise en fait une utilise en fait une matrice de convolution pour essayer de filtrer l'image à obtenir une feature. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on a imaginé c'est notre image initiale. La matrice convolutionnelle, en fait, c'est permet une filtre qui va appliquer en fait sur l'échantillon de cette image. Et ensuite, on va réaliser des calculs. Donc, à partir de ces calculs, on va donner en fait une nouvelle feature. L'idée, en fait, c'est que si on applique une filtre, on va avoir une nouvelle feature. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser en fait plusieurs matrices de convolution. Donc, ici, par exemple, on va utiliser 400 matrices de convolution, ce qui va donner en fait 400 features à la sortie. Donc, on se revient ici un peu sur notre image. Donc, souvent, l'image, on a largeur et hauteur. Et ensuite, on a souvent, en image, c'est souvent en couleur. Donc, ce qui donne une profondeur, en fait, de 3, qui représente, en fait, rouge, vert et bleu. Donc, si on va, en fait, appliquer une filtre, ce qui va donner, en fait, une profondeur. Donc, cette profondeur-là, ça correspond, en fait, au nombre de features qu'on va utiliser. Et ensuite, on a aussi une taille, aussi une largeur et hauteur différente par rapport à notre image initiale. Donc, comment on calcule cette largeur et cette hauteur? Next. Donc, pour cela, on revient sur l'exemple, c'est que, rappelez-nous, on a sur une image de 28 par 28 pixels. Donc, chaque fois qu'on a une fixe, ça permet en fait de calculer un nouveau résultat à partir de cette case. Donc, en fait, il y a deux paramètres qui sont déterminants pour calculer en fait le niveau, largeur et la hauteur de notre feature. Donc, il y a le premier, c'est comment on déplacer la matrice de convolution sur notre image. Donc, on peut chaque fois, par exemple, déplacer un seul pixel, ou chaque fois, on peut déplacer 2 ou 4 pixels. Et le deuxième paramètre, c'est que comment on configurait l'opération sur la borne de notre image. Donc, il y a le premier, c'est la valise, c'est-à-dire qu'on va appliquer la matrice de convolution, on va s'arrêter au bord, on va pas aller plus loin. Il y a le deuxième, c'est qu'on va toujours décaler de notre matrice de convolution. Par contre, tout le pixel qui est sorti de l'image, on va mettre une valeur 0. Donc, à partir de cette configuration-là, on peut avoir notre nouveau matrice de nœud 3D. Donc, pour faire ça en TensorFlow,
c'est relativement simple dans le sens, c'est que toutes les opérations standards qu'on retrouve dans le deep learning, c'est déjà intégré en mode API. Donc, on va faire ici pour calculer en fait définir un peu une couche de résolution. Si on a besoin, c'est juste donner ma prise d'entrée, le poids, et ensuite, on va configurer les deux paramètres que j'ai expliqué tout à l'heure. Next. C'est diagonale. Pardon? En fait, c'est souvent, en fait, le premier, le dernier, c'est souvent configuré comme A. Ensuite, le 2 ici, là, le 2 milieu, 1 du milieu, c'est que chaque fois, en fait, j'ai déplacé un seul pixel, mais de horizontal à vertical. Et ensuite, on va aller sur le couche poly. Donc, là, on est sur une image de 28 par 28 pixels. Imagine, on utilise 400 fichiers avec la configuration que je montrais ici. Donc, ce qui va donner, en fait, une nouvelle feature de 67 000. Donc, 67 000, ça fait beaucoup de features pour un tout petit image. Donc, l'idée de Tree, c'est essayer de réduire le nombre de features. Donc, ce qui permet, en fait, d'augmenter l'efficacité des calculs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pooling ici? En fait, c'est qu'on va avoir une matrice qui, en fait, qui fait un sous-ensemble de nos features. Et à partir de ça, on va calculer, en fait, une feature à partir de cette case. Donc, il y a deux complications qui sont utilisées. Donc, il y a le max pooling, donc calculer, en fait, la valeur maximum sur cette petite case. Il y a aussi l'average, c'est-à-dire on calcule la moyenne de feature. Next. Alors, sur TensorFlow, l'idée, c'est toujours rester la même. C'est-à-dire, on va utiliser l'API, donc dans ce cas-là, on va utiliser max pooling avec, en fait, la configuration que j'utilise. Donc, en fait, il y a le kernel size, en fait, c'est notre taille de nos soins, la taille de soins ensemble qu'on va appliquer, en fait, l'opération pooling. Et avec le spread, c'est comment on les déplace et tout de suite, et comment on opération sur le bord. Next. Donc, ça y est, on est sur à peu près moitié de chemin. Donc, souvent, en fait, dans le CNN, on a une couche convolution et une couche pooling. Et souvent, on va répéter cette opération plusieurs fois. Donc, sur l'exemple ici, on va répéter en fait 3 fois. Donc, ensuite, on va en fait connecter nos rôles sur MLP standard. Donc, comment on va faire en fait? Donc, rappelle-nous, après l'opération, on a une matrice de nœuds de 3 tailles 3D. Donc, le LLP, si vous rappelez la structure, en fait, c'est les neurones. Ils ont souvent, les neurones en fait sont arrangés sur un seul dé, donc c'est en fait arrangé en ligne. Donc, dans un premier temps, l'opération, c'est d'aplatir cette matrice de nœuds 3D pour que ça passe de 3D à un seul dé. On ramène l'opération de Redshift. Et dans le deuxième temps, next. C'est dans le MLP standard, par MLP standard, souvent, on va ajouter un petit opération, c'est drop-out. L'idée, c'est d'essayer de supprimer de manière aléatoire de neurones dans le couche MLP. Donc, l'idée, c'est toujours qu'on a moins de neurones, il y a toujours moins de calculs à faire, donc l'apprentissage sera plus efficace. Next. Et si on veut réaliser... non, c'est bon. Ensuite, rappelez-nous, on est sur un problème de multiclassification. Donc, on a notre chiffre se contient entre 0 et 9. Donc, souvent, pour le problème de multiclassification, on utilise en fait une fonction softmax pour que le sortie de nos neurones correspond en fait à la probabilité de chaque label. Alors, pour faire réaliser tout ça dans TensorFlow, c'est toujours, on va dire, une enfant. C'est qu'il y a déjà en fait une opération de chef qui permet d'abstraction notre matrice 3D en 1D. C'est en fait la fonction dropout qui permet de réaliser cette opération. Donc, il y a la configuration, c'est quoi la probabilité que vous gardez notre neurone. Il y a aussi les fonctions sur flags qui sont déjà aussi disponibles. Donc, comme maintenant, on a configuré notre structure de
de CNN, l'idée c'est de faire l'apprentissage. Donc, pour faire l'apprentissage, dans notre premier temps, on va essayer de définir en fait une fonction de coût. Donc, ici, j'utilise un log loss. C'est en fait une fonction de coût qui utilise souvent dans la classification multiple. Donc, pour être plus simple, oubliez ça. Alors, pour être plus simple, souvent la fonction de coût est définie par la valeur entrée et aussi, dans notre cas, la matrice de poids. Donc, sachant que la valeur entrée, c'est une constante parce que notre ensemble d'apprentissage est fixe. Donc, l'idée, c'est essayer de trouver la matrice de poids idéale pour que la fonction de coût soit minimisée. Donc, next. Pour cela, ce qu'on utilise souvent dans le modèle réseau neuronal, c'est une feuille qui s'appelle une processus d'apprentissage, c'est le backpropagation. Donc, l'idée, c'est chaque fois. Donc là, je fais une cas de simple, on a seulement 2 poids. Donc, en fait, cette fonction de coût, comme c'est défini en fonction de matrice de poids, l'idée, c'est que chaque fois qu'on a une matrice de poids, on va calculer une fonction de coût. Ensuite, on va calculer le dérivé. Donc, ce dérivé-là permet de corriger petit à petit notre poids. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ce processus d'apprentissage, la fonction de coût sera minimisée. Donc, dans par exemple, comment on va réaliser ce processus? En fait, c'est tout simple. Donc, on va configurer en fait notre fonction de coût en respectant la formule que j'ai donnée dans le précédent slide. Après, il y a beaucoup en fait de processus d'apprentissage. L'apprentissage, c'est déjà très intégré. Donc, ce qu'on avait besoin ici, c'est juste en fait rentrer cette fonction de coût comme donnée, comme paramètre, et ensuite laisser l'algo qui fait tout le travail pour nous. Next. C'est pas d'apprentissage, c'est l'exposant de code. Exposant de code, en fait, c'est le plus de learning rate. Ouais. Donc, un caractéristique, ça me plaît beaucoup dans Transform Flow, c'est qu'on peut en fait ajouter des labels au fur et à mesure de processus sur notre neurone, sur notre poids. Donc, ce qui permet qu'on peut superviser l'apprentissage. Donc, en fait, ça, c'est un résultat que j'utilise sur notre connaissance digitale. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de processus d'apprentissage, la fonction de coût diminue. Et en même temps, on voit en fait l'accuracy, c'est-à-dire le pourcentage d'images qui sont bien classifiées qui augmente au fur et à mesure. Next. L'échelle de temps. L'échelle de temps, en fait, c'est le nombre d'itérations. Donc, en fait, sur 10 000, je juste 10 000 itérations. Parce que je voyais, c'est un cas, c'est 10 000 cas. C'est un X, en fait. Ah, c'est un X. Ah, je croyais que c'était 10 000 fois 1000. Ah non, je suis en désolé comme ça. 10 000, ça suffit. Ok. Next. Ça t'a pris combien de temps? En fait, moi, je n'utilise que la partie CPU, parce que je fais tout l'apprentissage sur Mac. Sachant que pour le moment, je ne sais pas après, pour le moment, on ne peut pas utiliser CUDA. Donc, comme je travaille sur le Mac, je n'ai pas le GPU qui convient. Alors, dans le grandeur, je trouve ce petit base-là à peu près 10 ans. 2 heures. Ouais. Ok. Voilà. Ensuite, dans le transcendance, il faut aussi générer automatiquement, en fait, c'est la structure de notre réseau neuronale. Donc, ça permet de savoir, en fait, comment une neurone, comment on est configuré. Et en fait, ça va donner, en fait, vraiment un truc itératif qu'on peut visualiser et savoir, en fait, comment ça configure notre architecture. Next. Donc, maintenant, ça y est, c'est bon. Vous avez configuré votre CNN, réalisé l'apprentissage. Maintenant, on peut utiliser ça pour faire l'apprentissage. Next. Explique ça, c'est plus clair. Il définit le 5, il répond. Voilà, en fait, c'est une animation que j'ai trouvée sur Internet. Alors, en fait, souvent, on a vu sur ce genre de présentation, sur Neuron, en fait, au début, moi, je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça veut dire. En fait, j'ai regardé un peu plus. C'est que souvent, vous, on a sur une matrice de nœuds, donc en fait, il y a de connectivité. Bon, en fait, ce qu'on a, c'est que si on a plusieurs neurones, en fait, chaque couche
de nœuds en 3D. En fait, si on est fait, en fait, représenté en 2D en termes d'image, c'est ça qui donne le valeur ici, qui donne le feature ici. Donc, ce qui est marrant, en fait, dans le CMM, c'est qu'on voit finalement chaque image, c'est donc, en fait, c'est des fois de monochrome. Ça, en fait, ça représente les chiffres qu'on veut apprendre. En fait, c'est sur la valeur d'entrée. Ici, si je en fait une petite présentation, on discute de sympa de mettre ici. Voilà, le next. Voilà. Maintenant, on parle un peu plus sur le côté un peu moins intéressant, sur les ressources. Next. Donc, pour cette tutoriel, en fait, vous pouvez trouver un lien sur le Google Drive avec toute la présentation. Après, j'ai mis en fait les codes sur le GitHub de Scar. Donc, vous pouvez télécharger et tester. En fait, pour installer TransferFlow dans un premier temps, ce que moi je recommande souvent, c'est qu'on utilise Dockerfile pour installer. Donc, ça permet d'éviter toutes les parties, on va dire, pas intéressantes, comment configurer, installer. C'est vraiment dans l'idée, je trouve que c'est très sympa d'installer de cette manière. Dans Docker, ouais. En plus, ce qui est vraiment, bon, c'est plus du point de vue intéressant pour le développeur, ça permet, je garantis, que chaque fois, les gens, s'ils utilisent Dockerfile, on a la bonne version de software, l'environnement sera identique, donc je peux garantir que le résultat, ça ne varie pas selon la machine. Et donc, vous pouvez avoir tout le lien, en fait, comment installer le TransferFlow. Et j'ai aussi mis à disposition, en fait, un fichier Python pour réaliser les démos que je présentais ici. Et à la fin, en fait, vous avez aussi les codes qui sont nécessaires pour lancer les transformants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à connecter si vous avez un problème pour lancer les démos. Après, sur le truc, si vous êtes plus orienté vers le côté pratique, sachant qu'il y a beaucoup de cours en ligne qui sont à votre disposition pour apprendre plus côté théorique. Et vous avez aussi deux écoles d'été que je trouvais sur Internet, qui sont assez sympas. Il y a les deux. En fait, ce sont des écoles d'été qui, en termes de deep learning, donc c'est plus orienté vraiment sur académie, sur le côté théorique. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les vidéos sont en ligne, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à profiter. Après, si vous êtes intéressé, il y a plusieurs sites web qui sur ce sujet. Il y a aussi les Kaggle si vous voulez un peu plus de pratique. Et voilà, c'est fini. Donc, merci. Alors, question qui, vas-y, on peut y aller, on a le temps pour une fois. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, en fait, comment dire, je t'envoie le truc que je fais pour le DevFest, comme DevFest organisé par Google. Donc, effectivement, si vous posez la question à ce moment-là, je vais dire le TransferFlow, c'est le meilleur. Oui, mais ici, tu peux répondre à toutes les questions. Je peux répondre à toutes les questions. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille chez Google. Alors, si on s'en fout, c'est pas grave. On laisse les autres pour le Google Hangout, donc en fait, on risque de couper mais il faut que tu le dises. Alors, en fait, bon, vraiment, en point de vue, pour moi, c'est que il faut que ça change tous les librairies, c'est plus implémentation sur deep learning. Donc, l'important, c'est pas les outils, c'est la compréhension sur l'algorithme. Donc, si vous vous sentez plus à l'aise, bon, forcément, si vous allez plus à l'aise sur Python, etc., moi, je préfère utiliser Sino ou TransferFlow, mais si vous êtes plus, c'est vraiment par rapport, vous pas vraiment de préférence. Je pense qu'il est loin terminé parce qu'entre le temps, il est sorti, c'était depuis novembre, je ne sais plus quel jour, c'est sur 0.5. Et entre temps, il y a là, la version que j'ai utilisée, c'est 0.6. Et là, j'ai vu ce matin, ils ont déjà 0.7 qui est en test, en démo. Donc, je pense que la communauté, il est assez active. Surtout pour eux, je pense qu'ils vont publier, c'est parce que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui utilisent pour leur projet perso. C'est vraiment, ils ont essayé de le mettre en ressources pour gagner plus d'utilisateurs possible. Pour le moment, on n'a pas vraiment de choix de UDI qui prend, en fait, qui est majeur par rapport au reste.
Ouais, il le dit sur leur site, de toute façon, je sais plus, c'est Working in Progress. Ok. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Vas-y. Est-ce qu'il utilise En fait, j'ai lu que le Google DeepMind, il utilise tout à fait. Après, bon, moi, je ne travaille pas chez Google, malheureusement, donc je ne peux pas dire. Parce que je suppose, comme c'est open source par Google, il devait sûrement utiliser en interne. Après, Alors, je pense que comme surtout, il est utilisé très activement. Donc, Je peux répondre de façon assez extensive au sein même de Google. Maintenant, Google DeepMind est une autre entité que vraiment Google, c'est vraiment une partie plutôt recherche et développement, plutôt active de ce côté-là. Ils sont sûrement en train d'utiliser TensorFlow, mais je ne pense pas que l'ADN de Google DeepMind soit dans l'utilisation de TensorFlow directement. Ça veut dire en fait qu'ils sont peut-être plus loin, mais dans la recherche et développement, alors que Google en lui-même semble utiliser TensorFlow de façon plus compréhensible. merci. Vas-y. Est-ce que ça, fois, Google a un peu tout disait qu'il se vend Ça, je pense, c'est vraiment pour l'idée, c'est. Après, mon point de vue, c'est que parce que tous les projets sur Deep Learning, soit Sino, Café, Torch, soit open source. Donc, pour nous, les développeurs, on va plus intérêt d'utiliser des projets qui sont open source au lieu de payer un software de je ne sais pas combien d'euros. Du coup, par exemple, sinon, c'était très utilisé, très rendu par la communauté Kaggle parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, etc. Donc, je pense qu'il faut, dans mon point de vue, c'est vraiment pour essayer de conquérir l'utilisateur utilisant l'outil, de mettre ça en open source. Après, c'est mon point de vue. Il y a une potentialité qu'ils le mettent sur leur propre cloud dans un moment et que ça fasse partie des services qui puissent être utilisés. Donc, réellement, en fait, c'est aussi pour tuer la concurrence. C'est pour marquer le coup et faire en sorte que ce soit tout le monde avec ça. En fait, ça marche moi, j'utilise l'API de Python. Après, sachant que ce qui est bien, TensorFlow, vraiment, parce que moi, le client travaille beaucoup dans l'application mobile, c'est qu'il propose un librairie, un SPK, donc on peut intégrer Deep Learning dans les applications mobiles. Après, bon, on ne sera sûrement pas sur iPhone. Oui, je pense que c'est. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le point de la chose. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, comme les outils, il y a, je pense qu'on a fait un listing récemment du nombre de librairies qui étaient en deep learning, enfin, sur autre chose. On parle d'une soixantaine de choses qui sont devenues publiques en moins d'un an et demi. Donc, vraiment, je pense que ça fait partie du flow. Et puis, vraiment, le fait d'accaparer peut-être l'esprit des gens à se dire qu'on va peut-être utiliser des choses qui puissent être déployable sur un cloud qui soit performant, quel que soit le mode de vente après. Est-ce qu'il y a une bonne question pour J? Vas-y. Moi, j'aimerais juste revenir sur le fait que TensorFlow puisse être utilisé avec les dégâts, etc. On ne peut pas entraîner, enfin, je ne sais pas, mais les portables actuellement, c'est pour l'éditeur, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment suffisant pour entraîner un bon. Je pense pas que c'est utilisé pour entraîner, mais c'est plus pour la phase de prédiction, voilà. L'idée qui vient depuis, dans la saison, c'était la saison 1, je crois, en fait, on avait en fait Pierre Sermanet qui parlait vraiment de deep learning à ce moment-là. C'était en train d'exploser, il était en train de finir sa thèse, il est en train de travailler à Google maintenant. L'idée centrale, c'était qu'on s'aperçoit vraiment que la plus grosse partie, c'est l'apprentissage, qu'on dès que tu as appris sur millions de paramètres, tout le reste de classification, c'est peut-être les deux autres couches à la fin qui sont peut-être un peu différentes les unes des autres, mais tout le reste a été relativement bien appris. Donc vraiment, c'est plutôt une question de maintenant le mettre sur Android et peut-être apprendre des choses plus simples. Mais vraiment maintenant, la plus grosse question, c'est de faire en sorte que quand tu l'implémentes sur Android, enfin sur les smartphones, tu puisses encore aller plus vite que ce que tu fais en ce moment. C'est-à-dire que simplement le feed forward de ces choses-là soit en fait plus facile à maqueter. Donc ça, c'est en fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'il y a des vidéos et n'importe quoi
de fonctions non linéaires qui sont plus faciles à implémenter et qui ont à peu près les mêmes pourcentages de performance. C'est plutôt la processus. Oui, et puis le training, il n'est pas fait sur le mobile phone. Après, c'est une multiplication de matrice. C'est ça peut permettre. Vous avez une question pour Jim? Non? Merci Jim. Alors, il y a un petit pitch, Romain. Moi, je suis en train de le faire et un meet-up de WhatsApp pour répondre aux questions de nos usagers. Donc, on va bien appeler en fait une session de soirée programmée les réponses aux questions que vous avez posées. Ok, super. Tu m'enverras l'adresse pour tout ça, de façon à ce qu'on mette sur le programme et que les gens puissent voir exactement où ça se passe. Ouais, merci Romain. Le dernier, c'est une petite un pitch éclair de 2 minutes qui est David Marie-Joseph, c'est ça? Tu te présentes, ouais, c'est quoi, c'est un PDF ou quoi? C'est pas lui. Comment on regarde, je sais pas un peu. C'est l'idée que la puissance du machine learning, du deep learning et la reconnaissance visuelle dans la forme des concrets. Alors, les TTTT, confrontés à ce type de situation, Sinon, il va te demander sinon de le transformer en mot. C'est bon. Je suis pas un expert du sujet. Donc en fait, à quoi ça peut servir ici? L'idée, c'est de se dire qu'à partir beaucoup de gens prennent des photos avec leur smartphone, et en fait, on prend souvent des photos histoire de se rappeler d'un truc, parce qu'on est une jolie paire de pompes, un objet design dans une salle d'attente. En fait, à partir de cette simple photo, on n'est pas capable d'obtenir des informations pour en savoir plus sur le produit, en fait, pour savoir de quelle marque, de quel créateur, où l'acheter, qu'en pensent les gens. Donc l'idée, c'est de se dire que pourquoi pas une application, un Shazam du shopping, qui permettrait la reconnaissance visuelle des objets. Ça serait un réseau social très aspirationnel qui permettrait la géolocalisation en fait, autour de l'utilisateur, des points de vente qui seraient disponibles de cette article. Les points de vente. Les points de vente, et puis l'idée c'est de se dire, c'est vraiment ce qu'on imaginait, c'est un mélange entre Pinterest, Shazam et Twitter Foursquare, un gros truc comme ça, où justement, avec une façon de la reconnaissance visuelle, on permet aux gens d'échanger autour des produits et aussi pouvoir les retrouver dans l'outil. Non, c'est juste la réflexion. C'est simplement une idée. C'est une idée. D'accord. C'est différent de ce que tu cherches aussi. Du coup, moi, ce que je cherche, les idées, je cherche des gens qui se connaissent un peu plus que moi dans le domaine de la reconnaissance visuelle et tout ce qui peut y être associé pour justement poser une idée, voir si c'est possible et comment c'est possible. Alors, je vais peut-être mettre un petit bémol, mais non, il faut voir ça de façon constructive.
je crois connaître une entreprise, une start-up, qui commence à faire ça. Ah, mais il y en a Il y en a une qui commence déjà, qui sont plus progressifs, qui a même utilisé le mot Shazam, en fait, des objets, en fait, ça s'appelle diplomatique. Donc, il faut s'enseigner, mais il y a souvent beaucoup de choses à faire. Il y a plein de startups Il y a plein de choses à faire. qui essayent. Voilà, il y a plein de personnes qui essaient de faire quelque chose qui s'en approche. Absolument. Absolument. Voilà, c'est l'exécution à la fois qui est absolument liée à Google aussi. Il y a peut-être Google qui fait les choses. D'accord. Merci encore. Donc, ceci clôt le quatrième meet-up de la soirée, oui, le 5e du mois et le 4e de la soirée de février. Merci d'être venus. Il y a donc les pizzas qui sont offertes par le domicile, les boissons, oui, les boissons, parce qu'il fait chaud. Donc, merci encore à Domicile de nous avoir accueillis. Le prochain, je crois, c'est le 9 mars. Et il y en aura peut-être un la semaine après. Merci d'être venus. Alors, viens, attends, viens, faut virer les ordi. Ça va être la ruée, là.